Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Comme chaque semaine, on va aborder l'actualité et les fondamentaux qu'il va vous falloir intégrer à vos analyses si vous comptez trader sur cette classe d'actifs. Au programme cette semaine, on va parler du pétrole, un incontournable bien sûr étant donné la situation au Moyen-Orient. On va ensuite parler du cuivre, du café et on finira par le gaz naturel, un petit point sur la situation des stocks et de la consommation. Et on va commencer tout de suite avec le pétrole. Je vous présente ce sous-titre, l'accalmie avant la tempête, pour une raison simple, c'est que vous avez vu que le pétrole a quand même commencé à retracer une partie de sa hausse après les événements récents. Et c'est principalement en raison d'une attente un petit peu plus faible d'une escalade au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. On a également eu une hausse de la production en Libye et en Iran, ce qui a également continué à stopper un petit peu l'inflation des prix du pétrole. On a des prévisions de Goldman Sachs qui sont quand même très négatives. Si jamais il y aurait de la part d'Israël des représailles qui cibleraient les infrastructures énergétiques et notamment pétrolières, eh bien ça pourrait amener les prix du pétrole, les prix du baril plus spécifiquement, à environ 90 $. Donc c'est quand même une hausse assez conséquente, mais ce qu'on voit de la part notamment du marché et des différentes estimations d'organismes, notamment l'ANZ, c'est que de telles représailles sont assez peu probables. Pourquoi? Parce que on entre en période d'élection aux États-Unis et les États-Unis ont quand même un levier assez important sur les politiques israéliennes lorsqu'on parle en termes de conflit. Et donc voilà, on peut s'attendre à ce que les États-Unis ne soient pas vraiment très favorables à une explosion du prix du pétrole et un risque de récession aggravé qui serait lié à l'inflation globale. Ça, juste avant les élections, ça ferait un petit peu tâche. L'OPEP+ et l'Arabie Saoudite ont également des capacités de production supplémentaires si jamais il venait à y avoir une disruption majeure au Moyen-Orient, donc une disruption de l'offre. Ces capacités de production supplémentaires s'estiment à environ 7 millions de barils par jour pour l'OPEP+, et à 3 millions de barils pour l'Arabie Saoudite. Si on regarde, vous voyez à l'écran, les positions spéculatives, on a quand même eu c'est le graphique du bas, une très forte augmentation des positions courtes qui ont quasiment rejoint le nombre de positions longues, ce qui a bien sûr poussé les positionnements nets à la baisse, en dessous du seuil de 0. Et ce qu'on constate, c'est que on a atteint ce seuil de 0 et on est repassé au-dessus. On pourrait continuer à avoir des positionnements à la baisse étant donné que même s'il y a des problèmes, alors déjà les probabilités et le risque qu'il y ait une explosion supplémentaire du prix du pétrole sont quand même assez faibles, elles sont assez mal pricées par le marché, et puis de l'autre côté on a également des pays producteurs qui pourraient venir contrebalancer la réduction de la production de l'Iran si jamais il venait y avoir davantage de disruption. Passons maintenant au cuivre. Alors le cuivre, c'est une situation qui dépend très fortement de la croissance économique chinoise et notamment du marché de l'immobilier. Et le prix du cuivre a baissé ces derniers jours, et c'est principalement dû à un manque de catalyseurs économiques supplémentaires. La Chine avait annoncé un certain nombre de mesures, notamment au niveau des politiques monétaires, qui avaient largement poussé les indices à la hausse et les actifs qui y sont liés, notamment le prix du cuivre. Et bien là maintenant, les annonces se font un petit peu plus rares et les attentes étaient très fortes envers davantage de catalyseurs. Ces catalyseurs ne sont pas arrivés, ne se sont pas produits, n'ont pas été annoncés, et donc ça a conduit les prix du cuivre à retracer. Également du côté du secteur de la construction, qui est qui représente la plus grosse demande de cuivre en Chine, on a près de 43 millions d'appartements, alors ça c'est en Chine, qui sont vacants, 8 millions qui sont en construction, et on pourrait ne pas avoir de demande supplémentaire de la part de la construction d'immeubles, ce qui pourrait ne pas vraiment soutenir la demande du cuivre. Et puis il y a également un autre indicateur que je vous affiche à l'écran, c'est l'impulsion du crédit. Alors ce que vous pouvez constater, c'est la ligne en bleu ici. Je rappelle que l'impulsion du crédit, c'est les variations de l'activité de crédit qui sont rapportées au PIB en pourcentage. Et donc cette impulsion du crédit, le prix du cuivre dépend fortement de cette impulsion du crédit, et on voit que l'impulsion du crédit a fortement baissé, et maintenant elle est stagnante en territoire négatif, et donc ce qui nous suggère qu'on pourrait avoir une consolidation
des prix dans les 2 prochains mois, et les futures informations et les futures données au niveau de cette impulsion du crédit vont être cruciales. Et donc, alors, on peut lire également le fait que on peut à la fois considérer que, pardon, excusez-moi, que l'impulsion du crédit est un indicateur du cuivre, des prix du cuivre, mais les prix du cuivre peuvent également nous indiquer, si jamais il stagne, que l'impulsion du crédit ne risque pas d'évoluer dans des niveaux favorables. Au niveau des stocks que vous pouvez constater ici sur la ligne en bleu, eh bien, on a des stocks qui sont en train de diminuer significativement. On a atteint le plus haut depuis 2020 ici, et puis maintenant on est en train de retracer. Donc voilà, et puis des positions longues qui sont de plus en plus nombreuses, ce qui peut de ce côté-là soutenir les prix tant qu'elles ne se réduisent pas, mais malheureusement, ces positions longues sont principalement liées à un pari d'un fort soutien du gouvernement chinois et de la Banque centrale au secteur immobilier. Et donc, si jamais ce pari venait à être revu à la baisse, les positions longues pourraient elles aussi être revues à la baisse. Passons maintenant au café. Alors on va plutôt se tourner vers les indicateurs du côté du Brésil, avec des conditions météorologiques qui sont assez difficiles, des sécheresses, des incendies qui bien pourraient provoquer un fort excédent sur le marché sur la saison 2024-2025, donc un excédent qui serait beaucoup plus fort que celui constaté sur la saison précédente. Les stocks de café, alors vous pouvez le constater, c'est la ligne en bleu, ont cessé de croître et reste un niveau qui est quand même historiquement bas par rapport au niveau antérieur, donc notamment au niveau de 2020. On a eu des déclins significatifs qui ont été constatés après un retour des pluies, donc voilà, alors cette situation de sécheresse pourrait s'amenuiser notamment durant les 2 semaines à venir. Et voilà, donc peut-être des conditions météorologiques qui vont avoir tendance à s'améliorer. L'ICO de son côté a pointé une hausse des exports donc en août de 10,92 millions de sacs, et si on se situe sur les 12 derniers mois, cette augmentation s'est élevée à 125,67 millions de sacs. Donc la demande annuelle étant estimée à 170 millions de sacs, on pourrait avoir un retour de la demande qui pourrait continuer de porter les prix à la hausse, d'autant plus que les stocks sont quand même à des niveaux relativement bas. Et on va finir par le gaz naturel. On s'approche de la saison de chauffage, on a des indicateurs supplémentaires qui nous indiquent que la consommation, c'est le graphique ici en haut, se maintient à des niveaux relativement élevés, au-dessus des plus hauts des 5 dernières années. Elle s'estime à environ 70,5 millions de mètres cubes par jour, c'était lundi, et parallèlement une production qui évolue, qui commence à progresser en dessous des plus hauts pluriannuels, donc des 5 dernières années, une production qui, elle, de son côté, s'est élevée à 100,8 millions de mètres cubes par jour, c'était également lundi. Des exportations de la part des États-Unis qui ont augmenté de 12,2 millions de mètres cubes par jour, ce qui est à peu près 11% plus haut que sur les semaines précédentes. Et donc voilà, des prix qui n'ont pas vraiment reflété cette situation de la consommation et de la production, puisque les prix ont baissé. Et c'est probablement dû au fait qu'on avait eu un fort pricing d'un risque que l'ouragan impacte fortement la production du gaz naturel. Ce risque a été réévalué à la baisse, et donc on a eu probablement une réallocation des portefeuilles. La saisonnalité à long terme nous indique qu'on aurait potentiellement atteint un sommet. Alors généralement, ce sommet est atteint en novembre, donc on pourrait quand même avoir un petit peu de place pour des hausses supplémentaires. Surtout si les températures s'avèrent plus élevées que ce qui avait été prévu sur les prévisions météorologiques, ce qui avait été une situation constatée l'année dernière. Et voilà, donc ça conclut notre synthèse hebdomadaire des matières premières. Donc j'espère que ces informations vous auront été utiles, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à la liker, à la commenter, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mathéis pour votre émission hebdomadaire. Au revoir.